Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 60e jour de course sur ce Vendée Globe et on est dans les 5 derniers, normalement 5-6 derniers jours de compétition. On reparlera des ETR qui ont été affinés du côté de la direction de course et puis on parlera également de la météo comme d'habitude, des différents classements, des différentes avaries qui ont pu se dérouler sur les 24 dernières heures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de cette dernière journée de compétition. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Et là, ça va commencer à être très intéressant de vous abonner à la petite cloche. Parce qu'autant vous dire qu'il va y avoir le biathlon aujourd'hui de Dakar. Je pense pas qu'il y aura de présentation de course. Enfin, d'équipe, pardon, cyclisme, je pense. Ça pourrait changer à la dernière minute, mais normalement, on va faire une petite pause, je pense, pendant 4 jours où ça va être compliqué de faire les présentations d'équipe. Je vous précise également que samedi, il se pourrait que la vidéo arrive tard. Voilà, samedi, il y aura peut-être des petits décalages sur les vidéos dans la journée. Ça sera peut-être compliqué de faire des vidéos. Donc, voilà, je vous préviens d'entrée. Et puis, on va commencer tout de suite. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et on commence avec cette vidéo. Et donc oui, ce 60e jour de course, c'est fait quasiment 2 mois, désormais qu'ils sont partis des Sables d'Olonne et pour certains, on est encore loin de l'arrivée, on n'est pas encore au point Nemo. Pour d'autres, on est quasiment maintenant aux Canaries. Et là maintenant, ça va être beaucoup plus de la bagarre. Voilà, on a cette dorsale qui est basse. Là, des fois, elle est un peu plus haute cette dorsale. Donc là, elle est un peu basse. Comme on est sur une route directe par rapport à d'habitude aussi, il faut vraiment trouver le point de passage. Vous voyez que là, il y a du vent. Le vent va plutôt augmenter dans les heures à venir. Donc il y aura du point de passage pour eux. Sébastien Simon part côté ouest parce que lui considère qu'il y aura plus de vent, même si ça l'oblige à s'éloigner un petit peu de la route idéale. De l'autre côté, on essaie de rester le plus proche possible d'une route directe. Mais on voit, la dorsale va être, je pense, plus difficile à gérer pour Charlie Dalin que pour Richomme. Donc ça pourrait peut-être permettre à Richomme de revenir. On est à peu près sur les mêmes informations qu'hier. En termes de météo, il n'y a pas eu de grosse évolution. Ouais, comme vous pouvez le voir, on passera à l'est des Açores. On ne contournera pas par l'ouest. Ça, c'est clair et net parce qu'il y aura suffisamment de vent pour être catapulté sur les Sables d'Olonne. Si on regarde la météo dans le final, donc dans 86 jours, ce qui ne fait pas encore 4 heures, de nouveau, cette situation de navigation au près. Voilà, à partir du golfe de Gascogne, ça devrait pas mal naviguer au près. Donc peut-être une dernière journée un petit peu compliquée. Selon Yann Eliès, qui a fait un routage, normalement il devrait y avoir un petit peu d'avance pour Charlie Dalin à ce moment-là. Mais vous voyez que ce final ne va pas être évident avec de la navigation au près. Donc il faudra faire attention, surtout qu'il devrait y avoir les pêcheurs dans le golfe de Gascogne, pas mal de cargos, et puis les spectateurs qui seront là. Parce que c'est plus compliqué de gérer la sécurité d'une arrivée que d'un départ de Vendée Globe. Je pense qu'il y aura quand même un corridor de sécurité, mais il y aura beaucoup de monde, donc il faut toujours faire attention. Souvenez-vous de Boris Herman il y a 4 ans qui avait rencontré malencontreusement le bateau d'un pêcheur. Hop là, c'est pas la bonne carte. On revient, hop là, à la météo. Et on revient surtout à Sébastien Simon. Lui, il est dans les alizés d'Atlantique Nord. Il a une stratégie plus classique de Vendée Globe par rapport à ses 2 petits camarades, c'est-à-dire cette montée quasiment plein nord pour tenter ensuite d'être catapulté par les fronts. Je pense quand même qu'il passera par l'est des Açores. Je pense pas qu'il ira par l'ouest, mais bon, ça c'est comme mon avis. Déjà parce qu'il y aura peut-être un petit peu moins de vent fort. Sébastien Simon, qui est dans une situation qui n'est pas évidente, avec beaucoup de marche sur les concurrents de derrière et du retard en fait sur les concurrents de devant, donc il n'y a pas grand-chose à gagner. Il y a beaucoup à perdre. Il le disait même en interview pour Ouest France, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, là il est dans une situation qui est stable. Demain il y sera encore
dans ces alizés d'Atlantique Nord, et puis ensuite ça va être lui aussi à gérer une dorsale dans 24 heures qui sera, vu comment il est positionné, qui ne devrait pas être trop compliqué. Donc il doit pouvoir un peu bombarder, et en ce moment c'est le bateau le plus rapide, hein. Sébastien Simon. Derrière, bah, c'est pareil, hein. Alors pour les concurrents de devant, on est maintenant dans des alizés d'Atlantique Sud. Voilà. Qui restent quand même assez instables. Mais on a récupéré des alizés d'Atlantique Sud. Benjamin Dutreux, c'est un peu limite, pour tout vous dire. C'est une zone de dorsale pour Clarisse Kremer en ce moment. Voilà, donc il y a ce schéma-là de vent et ce schéma-là de vent entre eux. Il y a un vent un peu plus faible, elle est dans ce vent un petit peu plus faible. Samantha Davis, elle est encore poussée par le vent un petit peu plus fort. Et Benjamin Dutreux, il commence à être dans du vent faible. Et comme il avance pas très vite, bah, il va se faire devancer par Clarisse Kremer et Samantha Davis certainement, qui vont quand même peut-être un peu plus vite aussi que Paul Meillat et que Nicolas Lunven. Donc on va commencer aussi à vérifier une Clarisse Kremer par rapport à son retard. Vous voyez, il y a à peu près 300 000, sauf qu'il y a un gros décalage est-ouest. Donc elle est un petit peu plus proche de la route idéale que Lunven et Meillat. Mais ça se rapproche quand même très très vite là, donc ça va commencer à être très dangereux pour l'arrière de la flotte. Et ce qui fait qu'une Clarisse Kremer dans un top 10, ça serait quand même un bon résultat pour elle, surtout quand on se rappelle des difficultés qu'elle a eues sur les 3 dernières années, notamment avec son sponsor. Derrière, bah, c'est un champ de mine, hein. Pour Athanasio, Roura, Seguin et Jean Le Cam. Vous voyez, bah là, ils attendent le vent un petit peu parce qu'ils sont bloqués dans la molle. Ça va relancer, mais voilà, ça va être un champ de mine parce que grosso modo, la dépression va pas les pousser énormément. Et il y a peu de vent, quoi. Donc ça va les pousser un peu là pendant une journée. Puis après, il va falloir gérer les gros anticyclones, les grosses zones de molle. Il y a un petit corridor là, mais est-ce qu'il sera vraiment praticable dans la réalité? Ça, c'est une grande question. Vous voyez que même en rafale, le vent est extrêmement faible. Donc là, ça risque d'être compliqué pour eux. Faire attention, parce que derrière, ça pourrait revenir un petit peu encore. Avec Giancarlo Pedote et Isabelle Diochko, même si en ce moment ça va pas très vite, ça pourrait être compliqué. En ce moment, la grosse dépression, donc celle que ne voulait pas prendre Bédion, d'Orange et Boissière, bien, est en train de passer sur les concurrents de la flotte des bateaux à dérive droite. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Il va falloir attendre encore 24 heures hein, pour voir s'il y a des gros dégâts. Grosso modo, demain, la situation sera beaucoup plus calme. Et vous voyez, hein, cette grosse zone de vent, on va voir montrer les rafales. Vous voyez, des rafales à 45 nœuds. Donc ça va être très très costaud. Parce que je rappelle que là, c'est le vent moyen. Et déjà, le vent moyen, à des endroits, on nous met 42 nœuds. Il fallait essayer de dégager le plus vite possible. C'est ce qu'a réussi à faire Benjamin Ferré. Donc, belle performance du côté de Benjamin Ferré, qui je pense va bien carburer en termes de vitesse. Ça va être plus compliqué derrière parce que ça va être compliqué de ralentir les bateaux et ouais, ça va être vraiment la guerre derrière pour tous les différents concurrents. Ensuite, on retrouve donc le passage du Cap Horn, pardon, pour d'Orange, Bélion et Boissière. Eux, bah, ils sont en train de passer hein, le Cap Horn, donc ils vont le passer dans la journée, je pense même dans 5 à 8 heures. Et puis après, bah, eux, ils ont une remontée de l'Atlantique Sud qui est un petit peu plus calme, vous voyez, avec toujours du vent, donc ça c'est bien, mais pas la tempête, ils sont sur l'arrière du front, donc ça va plutôt être pas mal. Après, il faut quand même aller assez vite parce que vous voyez, le front va commencer à s'échapper. Je pense que voilà, ça sera compliqué pour eux dans 48 heures, mais l'idée dans 48 heures est d'être par ici. Et s'ils sont par là, ils peuvent encore récupérer un petit peu de vent et jouer avec la zone d'exclusion des glaces. Donc je pense que ça sera l'objectif. Et puis derrière, bah, il y a encore des concurrents qui sont dans le Pacifique, hein. Je pense à Oliver Air, Cornic et Jinkunshu. En ce moment, grosse tempête qui est en train de leur passer dessus, hein, au 3. Donc là, c'est pas évident. Antoine Cornic disait qu'il y allait calmos, hein. On sent qu'on est à l'approche du Cap Horn et qu'on veut voir le Cap Horn. Donc on ralentit un petit peu la voilure pour laisser passer la grosse dépression. Et voilà, on fait le dos rond aujourd'hui, puis demain ça devrait réaccélérer par ici, avec toujours un petit peu de vent qui devrait les aider pour passer le Cap Horn. Si on regarde dans 2 jours, voilà, il y aura encore une zone de transition à gérer pour eux, puis après ils seront de nouveau poussés par du vent qui pourrait être assez fort
pour eux au passage du Cap Horn. Vous voyez, il y a une grosse tempête qui se met en place le long du Chili, donc ça pourrait être costaud eux aussi, leur passage du Cap Horn dans 3 jours, je pense, 3-4 jours hein, désormais. Et puis derrière, on a Amedeo Cousin, toujours là, avec un petit peu de vent en ce moment, mais ils vont retomber dans du vent assez mou, comme Dennis Van Winberg, donc il va falloir encore se dépatouiller avec une entrée de Pacifique pas évidente. Puis vous voyez que là, il y a un gros front qui leur arrive dessus, un petit peu par le nord, et qui va leur amener un petit peu de vent. Il y aura peut-être de la navigation au près pour eux demain, enfin en fin de journée et demain. Puis après, ça va peut-être mieux aller pour ces concurrents-là. Donc on suivra ça attentivement. Également pour les derniers de la flotte qui, je rappelle, ont passé l'antiméridien, donc n'ont pas beaucoup de marge, encore une fois, par rapport à la fermeture de la ligne d'arrivée qui, je rappelle, est dans 116 jours, 18 heures et 15 minutes. Voilà, 116 jours, 18 heures, 15 minutes. Donc je rappelle qu'on est au 59e jour, enfin 60e, pardon. Donc ça vous laisse ouais, moins de 2 mois maintenant, hein. Donc il va falloir cravacher quand même un petit peu dans ce Pacifique. Manuel Cousin disait 12 jours, peut-être 12-13 jours encore de Pacifique, selon ses premiers routages, donc avant le Cap Horn, donc ce qui serait pas mal, ce qui amènerait le Cap Horn vers le 72e, 73e jour, en sachant qu'une remontée de l'Atlantique Sud, c'est entre, on va dire, 21 puis 26-27 jours si on est pas très rapide, je dirais, mais si on compte 30 jours, c'est-à-dire qu'on passerait donc le Cap Horn vers le 75e, si on rajoute 30 jours, ça ferait 105. Voilà, à l'arrivée. Ça, c'est en théorie, encore une fois, mais ça veut dire que 105, tu as 11 jours de marge par rapport à la fermeture de la ligne d'arrivée. Donc, ça devrait, enfin, fermeture de la ligne d'arrivée. Fermeture de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que les autres sont considérés comme trop lents par rapport au temps de course. Mais voilà, ça devrait plutôt passer pour les concurrents, mais il va quand même pas falloir traîner en route pour cela. On commence avec Jérémy Bayou pour les problèmes du jour. Jérémy Bayou qui est certes remonté 4e, mais il disait c'est pas simple, le vent est hyper instable en ce moment. Voilà, ils ont du mal à avoir du vent hyper stable. Il a peu d'avance sur ses concurrents pour cette 4e place, donc là c'est vraiment la grosse bagarre. Et il disait bon bah tous les jours il y a de plus en plus d'emmerdes quoi sur ce Vendée Globe avec le bateau. C'est-à-dire qu'il souffre de plus en plus ce bateau, et il disait notamment il a certainement un problème d'AIS, donc il va essayer de régler ça, il va essayer de trouver la panne. Donc l'AIS, c'est ce qui permet grosso modo de savoir où sont les différents obstacles. Voilà, ça vous permet de détecter des obstacles comme le système Oscar. Voilà, comme il y a d'autres systèmes dans l'intérieur des bateaux pour détecter des obstacles. Ça met ensuite des alarmes qui vont vous faire des alertes anti-collision, grosso modo. Donc là, déjà, il a un problème avec son AIS. C'est pas l'idéal parce qu'il est au large du Brésil et qu'on sait que là, on peut avoir pas mal de circulation. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Enfin, c'est peut-être... si, il est déjà si, c'est déjà le Brésil. Hein. Pour moi, Salvador de Bahia, ouais. Ça doit être entre le Paraguay et le Brésil. Du côté de Jérémy Bayou. Donc ça, c'est pas l'idéal du tout. Deuxièmement, il considère qu'il a complètement... qu'il est très lent sur son côté, que je relis bien, bâbord. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il n'y a pas un problème sur son bateau, parce qu'il se trouve vraiment à l'arrêt complet en bâbord. Donc c'est pour ça qu'il essaie de faire du tribord beaucoup, Jérémy Bayou, parce qu'il trouve qu'en bâbord, il n'avance pas. Donc il ne sait pas, soit c'est un problème avec la coque, ce qui là serait vraiment difficile à gérer. Un foil, peut-être, qui commencerait à être moins efficace, donc peut-être le bout du foil, peut-être un foil qui commence à s'user au niveau structurel, mais il disait, hein, les bateaux s'usent, ça fait 60 jours de course, ça commence à être long. Cet Atlantique Sud pour ce groupe-là est très lent, donc c'est vrai que c'est vraiment pas idéal du tout du côté de Jérémy Bayou. Donc voilà, il trouve son bateau ne vole pas à côté bâbord, pas efficace, donc voilà, il y a peut-être quelque chose à gratter de ce côté-là. Sébastien Simon qui a fait donc son petit rendez-vous avec Ouest France, c'était peut-être le dernier même. Parce que comme lui doit arriver dans une semaine, je ne sais pas s'il y aura de nouveau un nouveau rendez-vous à 2 jours de l'arrivée avec Ouest France. Mais il disait que bon voilà, il a fait quelques réparations. Notamment, il avait des petits soucis d'aérien
qui notamment les outils pour permettre de savoir le sens du vent euh, pour son pilote automatique. C'est voilà, son pilote automatique, il devait un petit peu le corriger manuellement. Donc c'est elle a réussi à régler ça. Il a réglé également des soucis de Bastac. Il disait qu'il y avait un peu d'usure sur ces pièces-là. Voilà, c'est un peu de l'entretien. Donc il a contrôlé tout ça, donc il est monté un petit peu au mât aussi, Sébastien Simon. Et puis il disait que oui, là la difficulté pour lui en ce moment, c'est d'avoir un assez gros tempo pour pas se déconcentrer et pas faire d'erreur. Et en même temps, prendre soin du bateau et pas attaquer comme un demeuré, parce que grosso modo, il n'y a rien à gagner à faire ça. Donc c'est un peu son... Voilà, il veut en même temps faire un bon chrono et en même temps, bon, voilà, il veut aussi finir troisième. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour Sébastien Simon avec Groupe Dubreuil, mais qui fait quand même des vitesses, je trouve, hallucinantes. Encore une fois, avec un foil en moins. Quand on voit comment ça avait pénalisé Thomas Ruyant il y a 4 ans, c'est là aussi où on voit que ces bateaux-là ont beaucoup évolué. Mais c'est vrai, quand on voit comment ça avait pénalisé Thomas Ruyant il y a 4 ans, hein, le fait d'avoir un foil en moins, quand ça a réaccéléré, lui, il n'arrivait vraiment pas à tenir la vitesse. Et de voir comment ça peut pénaliser Sébastien Simon, ça montre que c'est un bateau qui est marin, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas qu'un bateau volant, c'est un bateau qui sait aussi être à l'aise. Voilà ce qu'on appelle un bateau marin, c'est-à-dire qu'à l'aise avec la coque dans l'eau, quoi, hein, tout simplement. Et surtout que Sébastien Simon a quand même bien réussi à rectifier les réglages pour bien rééquilibrer son bateau. Donc belle performance du côté de Sébastien Simon. On descend un petit peu dans le classement. On va parler de Clarisse Kremer. Les astuces de Tata Clara, aujourd'hui, du côté de Clarisse Kremer, comment dépasser une énorme voile qui fait 90 kg quand on a certes fait du travail à la salle, mais qu'on est au bout de 2 mois de course et qu'on a eu un petit peu de fonte musculaire, notamment au niveau des jambes. Eh bien, c'est ce que montre Clarisse Kremer avec des drisses, avec un peu d'intelligence aussi. Vous pouvez réussir à remonter une voile. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là de Clarisse Kremer qui avance, qui arrive quand même à avancer avec son bateau. On voit que c'est un bateau Charlie Dalin parce qu'elle avance quand même dans des conditions un peu molles et elle arrive quand même à avancer pas mal, je trouve. Donc on voit que c'est un bateau Charlie Dalin parce que c'est ce qu'arrive à très bien faire en ce moment aussi le massif, pardon, j'allais dire Apivia, le massif en ce moment de Charlie Dalin. On voit qu'il y a quand même un peu des cultures chez certains navigateurs d'avoir des bateaux efficaces dans du vent moyen, d'avoir un bateau efficace au portant pour Thomas Ruyant. Voilà, on voit qu'il y a un peu des logiques quand même chez certains types de bateaux. Boris Herman, avoir un bateau résistant, enfin voilà. Du côté de Clarisse Kremer, donc ça avance. Voilà, en ce moment. Alors, elle disait que c'était pas évident, Clarisse Kremer, avec son bateau, c'est quand il fait chaud. Parce qu'elle dit, le problème, c'est quand il n'y a pas d'eau qui va sur le pont, donc quand les conditions sont un petit peu calmes, grosso modo, comme son bateau est de couleur noire, le bateau chauffe énormément. Et c'est vrai que ça devient très vite une étuve à l'intérieur. Ça, elle disait, c'est pas l'idéal. C'est peut-être pareil pour Jérémy Bayou en passant. Et puis, elle disait qu'elle était fatiguée, hein, ça c'était hier. Et puis, donc voilà, remonter, c'est vrai, une voile, elle disait, bon, certainement 90 kg, 100 kg de voile, c'est pas évident. Puis surtout qu'encore une fois, malgré le fait qu'il y a une énorme préparation physique, hein, tous les concurrents d'un Vendée Globe font une préparation physique, le souci, c'est qu'au bout de 2 mois de course, quand tu es énormément assis, tu as une perte musculaire sur un Vendée Globe, notamment au niveau des jambes, mais pas qu'au niveau des jambes. Et forcément, là, du côté de Clarisse Kremer, la voile, il y a 3 semaines, elle l'aurait peut-être déplacée très facilement au bout de 2 mois de course, avec la fatigue, avec encore une fois cette fonte musculaire. C'est plus compliqué pour elle, voilà. Mais elle a bien réussi à se débrouiller, et puis le bateau doit être pas mal réglé, parce que ça avance quand même. Elle est, je crois, 10e bateau au niveau des statistiques. Et puis Samantha Davis, elle en a profité. Il y avait des conditions qui n'étaient pas hyper rapides sur les 24 dernières heures, même si elle avance quand même, hein, Samantha Davis. Elle a décidé de faire des réparations, notamment des réparations de voiles. Voilà, elle avait déjà fait ça, hein, de réparer des voiles, Samantha Davis. Donc là, c'est ce qu'elle a refait également, parce qu'il faut des conditions où il fait chaud déjà, chaud ou ensoleillé pour permettre aux voiles de sécher. Et puis ensuite, il faut également du calme, parce qu'il ne faut pas que ça mouille sur le pont, sinon vous ne pouvez pas faire sécher vos voiles.
Donc faut pas que le bateau mouille, donc il faut des solutions, une situation calme. Elle avait déjà eu des réparations de voiles au tout début du Pacifique, donc là elle a de nouveau réparé d'autres voiles sur Initiative Cœur. On ne sait pas quelles étaient ces voiles qui ont été réparées. Justine Métro, elle disait qu'elle était très fatiguée en ce moment, parce qu'elle dort assez mal depuis une dizaine de jours, hein, depuis ce début de remontée d'Atlantique Sud. Elle disait que c'était extrêmement compliqué, parce que ça avance pas, parce qu'il faut toujours être un peu sur le pont, parce qu'il y a peu de vent, parce que la navigation c'est instable au niveau du vent. Il y a des orages aussi très régulièrement, donc si tu veux pas avoir des soucis électroniques, c'est difficile. Et puis que cette voie ouest, elle était subie par Justine Métro, parce qu'elle disait qu'elle aurait préféré être à l'est, encore une fois, parce qu'il y a moins de bateaux, parce que voilà, c'est plus simple normalement. Mais que là, elle était obligée de prendre cette voie ouest et qu'elle avait subi cela. Mais on voit qu'elle est toujours dans le match à une centaine de milles derrière. Et puis surtout, Paul Meillat et Nicolas Lundven sont pas très loin d'elle, hein, donc elle peut leur repasser devant. C'est vraiment... Donc voilà, le combat, elle est dans le match, elle est au combat. Voilà, mais il faut qu'elle se méfie également de Clarisse Kremer, qui est seulement 300 000 derrière. Voilà, il y a moins d'une journée de navigation entre Métro et Kremer. On poursuit avec le groupe Athanasio, qui est complètement à l'arrêt. Hein. Là, ce groupe-là, c'est vrai que c'est difficile. On voit qu'on est en difficulté pour le groupe Damien Seguin et Romain Athanasio qui disait que il est en avance au niveau du Cap Horn et qu'il est quasiment sûr qu'il est maintenant en retard par rapport à sa meilleure performance sur le Vendée Globe et qu'il arrivera peut-être en retard voilà, par rapport à son record parce que malgré le fait qu'il fasse un beau Vendée Globe, hein, je le disais, le problème c'est que là la météo est pas bonne par rapport à il y a 4 ans. Donc il a une remontée d'Atlantique Sud qui est aussi très compliquée pour le moment. Et puis Alan Roura, lui, était très content d'être revenu. Parce que voilà, on disait que maintenant il va falloir gérer cette zone de molle, mais qu'il était très très content de son début d'Atlantique Sud, lui, parce qu'il est revenu comme un boulet de canon. Et c'était normalement café et Twix aujourd'hui pour Alan Roura, pour le petit déjeuner. Bon, c'est pas hyper équilibré, mais au bout de 60 jours de course, il y a des moments, il faut savoir également se réconforter. Et puis on termine avec deux informations. Déjà, la première information, c'est qu'il y a 2 icebergs notifiés par la direction de course qui sont en dehors de la zone des glaces. Ça concerne notamment Manuel Cousin à Médéo. Je crois qu'ils sont, voilà, ils sont par ici, les icebergs. Donc, hein, on redire un peu la zone. Donc voilà, donc la direction de course ne peut pas modifier la zone d'exclusion arctique. Donc elle a demandé aux concurrents de faire très attention. Ce que disait Manuel Cousin, c'est que lui, il a peur. C'est pas trop en fait de l'iceberg. C'est dit l'iceberg, c'est visible. Il a peur en fait de ce qu'on appelle des brawlers. Donc c'est des petits glaçons en fait, enfin des petits glaçons, ce sont des gros glaçons, hein, mais qui peuvent se détacher de l'iceberg principal. Et en fait, ça, ces morceaux-là, ils sont beaucoup moins visibles sur les satellites, et ils peuvent quand même faire la taille d'un bateau. Donc c'est pas l'idéal, surtout quand on sait la largeur, l'épaisseur d'une coque d'IMOCA, c'est pas énorme, hein, donc il vaut mieux pas rencontrer un iceberg. Et puis on termine avec Guirec Soudé. Guirec Soudé, on va essayer de le retrouver. Hop là, il est 25e, Guirec Soudé. Il a eu beaucoup de problèmes sur les 24 dernières heures. On en avait parlé hier, donc il a raconté un petit peu sa péripétie avec sa voile. C'était donc le Code 0, donc une voile de 200 mètres carrés qui est tombée à l'eau, grosso modo. Donc il a fallu aller la récupérer. Il disait que le bateau n'était pas du tout manœuvrant. Et en plus, il avait tendance à rejoindre de plus en plus le Cap Horn et les cailloux du Cap Horn, donc il commençait à être très inquiet, Guirec Soudé. Et il s'est dit, bon, très vite, quand il a vu que le bateau était plus manœuvrable, il s'est dit, faut que je plonge, quoi. Hein. Faut que je plonge à l'eau pour tenter de rectifier tout ça, en restant en maximum en sécurité. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, mais forcément, ça lui a consommé un peu d'énergie et il disait... Bon, ça serait bien que ça se calme un petit peu quand même, parce que là, c'est vrai qu'il a eu quand même pas mal de péripéties dans les mers du Sud, et il disait, bon, là, il sait que maintenant il est prêt pour un tour du monde, ça c'est clair et net, Guirec Soudé, et voire même pour le tour du monde à l'envers. Il disait, ça serait bien que ça se calme un petit peu quand même pour Guirec Soudé, parce que ça commençait à être un petit peu embêtant. Je rappelle que son prochain objectif à Guirec Soudé, c'est de faire le tour du monde, le record du tour du monde, en solitaire, sans escale, à l'envers. C'est-à-dire, ce que je dis à l'envers, c'est pas à l'envers, hein, c'est qu'au lieu de commencer par le cap de Bonne-Espérance, on commence par le Cap Horn,
Donc c'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là, parce que vous voyez, toutes les dépressions, eh bien, vous les avez de face. Donc c'est beaucoup plus de navigation au près. Le passage du Cap Horn peut être extrêmement compliqué. Yves Le Blévec, lorsqu'il avait fait sa tentative, c'était aussi avec un multicoque. Ça s'est arrêté au Cap Horn. Et c'était la marine Chélienne qui l'avait secouru. Donc c'est bien plus compliqué dans l'autre sens. Le record est même beaucoup plus lent. Je crois que c'est une centaine de jours, surtout que le record est assez vieux, ce record-là, parce que ça a été très compliqué à chaque fois. Et grosso modo, il y a, pour l'instant, c'est un record détenu par un monocoque, un IMOCA, grosso modo de 60 pieds, mais qui date de 2004-2005. Donc c'est un bateau qui est assez âgé. Donc c'est vrai que Guirec Soudé pense qu'avec une vraie bonne préparation, ce record est atteignable. Mais encore une fois, c'est très compliqué techniquement dans ces conditions-là. Et vous êtes parfois obligé de remonter extrêmement nord, donc de quitter vraiment la route idéale très souvent. Donc c'est vraiment osé de vouloir tenter ce record, mais connaissant Guirec Soudé, c'est pas vraiment une surprise non plus. On regarde le classement. Et bah, le classement est que Johan Réchaume a repris 4-5 000 on va dire à Charlie Dalin, mais qu'il y a toujours beaucoup d'avance quand même pour Charlie. Hier à 15h, quand on a fait notre dernier point, il y avait 196 000 et désormais il y a 189 000. Ça va un petit peu plus vite. Encore une fois, Charlie Dalin va perdre du temps dans cette zone-là. Johan Réchaume devant en récupérer. Yann Eliès, qui connaît très bien les deux hommes, il a été coéquipier des deux hommes sur des courses. Charlie Dalin en 2019, Johan Réchaume sur les dernières courses, donc il connaît en plus très bien le bateau Paprec Arkea, donc il a fait lui des simulations de routage, c'est ce qu'il disait à Ouest France. Il considère que Charlie Dalin à l'arrivée aura 80 000 d'avance, c'est-à-dire à peu près 5 heures d'avance sur Johan Réchaume. Et il disait, moi je pense que malgré cette avance-là qui n'est pas énorme, Charlie Dalin ne perdra pas la course parce que en fait il pense Vendée Globe depuis 4 ans. C'est-à-dire que la deuxième place il y a 4 ans, lors de la dernière édition, elle lui est restée en travers de la gorge. Et grosso modo, ça fait depuis 4 ans qu'il vit que pour ça. Donc il pense qu'il ne va pas craquer. Il faut quand même se méfier. Johan Réchaume, c'est un chacal. Pour reprendre le surnom de Armel Lecléache, il lâchera rien. Voilà, Johan Réchaume. Donc il va falloir se méfier très clairement du côté du concurrent de Paprec Arkea. Mais voilà, encore une fois, Yann Eliès, qui connaît très bien les deux hommes, qui connaît très bien le Vendée Globe aussi pour l'avoir fait, pour s'être blessé notamment sur le Vendée Globe, une petite fracture du bassin. En 2008-2009, eh bien, voilà, il a bien expliqué que lui considère que ça se passera plutôt bien pour Charlie Dalin. Mais encore une fois, il n'y aura, selon ses prévisions de routage, que 5 heures de différence. Sébastien Simon, 3e. Toujours 3e, des moyennes vraiment hallucinantes comme je disais pour le moment. 766 000, il a stabilisé l'écart lui aussi par rapport à hier. Ah non, il a pris un petit peu de retard, voilà. Il a pris du retard aussi parce que vous voyez que par rapport à la route de Charlie Dalin, qui est ici, hop, en blanc, lui, il s'est vraiment décalé vers l'ouest. Donc, vous voyez que la route idéale, elle est là. La route loxodromique, normalement, qu'il faut surnommer. Donc elle est ici. Et donc forcément, il s'est à quart de la route idéale par rapport au concurrent de tête. Donc ça lui fait prendre un petit peu plus de retard. Parce que certes, il fait 500 000. Mais vous voyez que sa VMC est de 13,8. C'est important, la VMC. Alors que la VMC de Johan Réchaume est à 14,7. Et que la VMC de Charlie Dalin est à 14,5. C'est-à-dire qu'en gros, la VMC, c'est vraiment la vitesse presque réelle. L'autre, c'est certes la vitesse instantanée, mais là, c'est vraiment la vitesse réelle par rapport au chemin, par rapport à la route. Et vous voyez que déjà, Johan Réchaume, au final, même s'il fait plus de 1000 que Charlie Dalin, au final, il va pas beaucoup plus vite parce que lui, il est à 14,7 contre 14,5 pour Charlie Dalin. Et même sur les dernières heures, vous voyez qu'il est qu'à 15,1 Johan Réchaume, alors que Charlie Dalin est à 16,5. Et en gros, Sébastien Simon, avec toujours encore une fois cette VMC, eh bien, il est à 13,8, c'est-à-dire qu'il est plus lent en fait que les deux concurrents de devant en vitesse réelle. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je sais quoi, la VMC, c'est un petit peu compliqué, c'est la vitesse par rapport au vent. Mais voilà, grosso modo, Sébastien Simon s'en sort moins bien que les deux concurrents de devant par rapport à la stratégie. Derrière, on retrouve le combat. Le combat pour la 4e place entre Benjamin Dutreux, ici, qui est donc 12e.
Et même, on va prendre Samantha Davis 13e. Entre Samantha Davis 13e et Jérémy Bayou, là, il y a 500 000. Donc, ça veut dire 500 000, c'est pas énorme, hein. C'est une journée et demie de navigation. Si on prend Clarisse Kremer, elle est à 400 000. Voilà, donc déjà, c'est plus proche. Si on prend Justine Métro, elle a 100 000 de retard. Justine Métro, elle est 10e. C'est-à-dire qu'entre la 10e et la 4e place, ça se tient en 100 000. Allez, 130 000 précisément. C'est que dalle, 130 000. Enfin, c'est que dalle, c'est pas... Surtout là où ils sont encore. C'est-à-dire que pour ce petit groupe-là, alors déjà, les alizés, ça va être... il y a encore 24 heures qui vont être techniques. Mais ensuite, le poteau noir. Parce que le poteau noir, même si c'est plus simple normalement dans ce sens-là, ça peut quand même être difficile. Vous voyez même que Lundven et Meia sont en train de rebasculer vers l'ouest. Parce que, encore une fois, à l'ouest, il est plus facile qu'à l'est, normalement, le poteau noir. Mais ça reste quand même une zone difficile. Je pense qu'on va avoir des gros chambardements dans le classement et que ça va se jouer à pas grand-chose dans ce petit groupe-là. Donc il va falloir rester éveillé et surtout se méfier, encore une fois, de Samantha Davis, de Clarisse Kremer. Je pense un peu moins de Benjamin Dutreux parce que l'option S n'a peut-être pas été la plus efficace. Mais vous voyez, vraiment ces deux-là aussi vont être dangereuses. Donc ça va être un très très gros combat à 6, voire 8 bateaux. Donc il va falloir vraiment être très très fort. Donc on poursuit désormais. À 8, même 9 bateaux. Parce que là il y en a 2. Là il y en a 4, 5. Donc ça fait 7, 7 et 2, 9. Le compte est bon. Comme on dirait dans des chiffres et des lettres. Référence de vieux. On redescend un petit peu. Donc Benjamin Dutreux, pourquoi je l'enlève de ce petit groupe-là? En gros, Benjamin Dutreux, il est au ralenti là et ça ne va pas s'améliorer dans les heures à venir. Hein, vous voyez, le vent reste hyper instable. L'option Est n'a pas été efficace, je pense. Mais, et pourquoi je me méfie de Samantha Davis et de Clarisse Kremer? Parce qu'il va y avoir petit front là. Petit front deviendra grand. Surtout petit front va amener du vent. Du vent au portant. Donc ça va aller vite là. Ça va aller très très vite avec ce front en plus qui va légèrement se décaler dans l'est. Voilà, donc pour les deux, ça va être fantastique. Il y aura du vent, voilà, dans les heures à venir pour ces deux-là. C'est pour ça que ça peut un peu revenir aussi, si devant, ça reste hyper instable. Je pense quand même que demain, ils seront... Enfin là, ils sont déjà dans des alizés, mais les alizés seront un peu meilleurs demain, je pense. Mais quand même, il faut se méfier de Clarisse Kremer, encore une fois, et de Samantha Davis. Derrière, bon, bah, Romain Attanasio, il y a désormais 1000 entre Samantha Davis et Romain Attanasio, donc c'est un autre groupe. Hein. Bah là, c'est un gros combat avec un Alan Roura qui est ici, Jean Le Cam qui part encore une fois plus à l'est. Ça nous rappelle un petit peu la stratégie à l'aller, ça, où il était aussi sur une route différente au niveau du cap au niveau du Cap Vert, pardon, pas du Cap de Bonne-Espérance. Vous voyez donc voie centrale Damien Seguin et Alan Roura qui butent dans la molle, et donc Romain Attanasio plus nord. En ce moment, le plus rapide de ce groupe, c'est Alan Roura. Voilà, deuxième Damien Seguin, troisième Romain Attanasio, quatrième Jean Le Cam, mais vous voyez que ça se tient quand même entre 214 000 et 184 000, donc ça se tient à 30 000 d'écart. Et vous voyez surtout que Romain Attanasio, il est un petit peu plus nord, donc on va voir si dans les heures à venir, ça va être lui qui va retoucher le vent. J'ai peur que ça soit quand même ceux du bas désormais qui retouchent le vent en premier. Mais on va suivre ça. Mais ça va être un gros combat. Ça serait quand même triste pour Romain Attanasio qui quitte le top 15, parce qu'il a quand même été régulièrement dans le top 15. Et je trouve qu'il a fait notamment un océan Indien de qualité. Mais bon, après, c'est la dure loi de la course. Hein. Si le sport était juste, ça se saurait. Et puis bah derrière, Pédoté, Isabelle Yoshko, qui doivent faire attention quand même au retour de Benjamin Ferré. Il y a 100 000 d'écart entre les deux, donc ça reste assez chaud. Surtout que Benjamin Ferré a tendance à aller quand même pas mal vite et que le front, lui, il va taper un peu plus de vent fort. Et puis derrière, bon, bah, ceux qui sont dans la tempête en ce moment, bonne chance à eux. Que ce soit Tanguy Le Turquet, Sébastien Foussier, Conrad Coleman qui est remonté 22e, il va vite en ce moment, Conrad Coleman. Sébastien Marcier sur Foussier, Louis Duc, Kojiro Shirashi, Guirec Soudé, bah, bonne chance à eux. Parce que là, la situation va être compliquée. Et puis donc Caporne pour Violette de Ranche, pour Éric Bellion et pour Arnaud Boissière. Et en ce moment, c'est Arnaud Boissière qui va une chouille plus vite que Violette de Ranche, mais elle fait quand même une bonne vitesse.
avec cette mauvaise nouvelle également hier, on rappelle de Violette d'Orange, qui n'a plus de moteur. Derrière, c'est également la tempête, ce qui permet à Oliver Air d'avancer quand même à 320 000, mais il ne faut pas négliger Antoine Cornic 307 000 et Jing Kunshu, mais en ce moment, Oliver Air, qui a eu un début de Pacifique catastrophique, ben là, retrouve un petit peu des couleurs en ce moment, lui qui a été un petit peu le galérien du Pacifique, et vous voyez qu'entre Violette d'Orange et Oliver Air, il y a 1500 000 d'écart. Et puis on retrouve ensuite le petit groupe des derniers, mais qui avance quand même, hein, le groupe Amedeo Cousin, 219 000 et 218 000, et puis Denise Van Winberg, qui va toujours plus vite que, encore une fois, 60 000 d'écart, et même la vitesse sur les 4 dernières heures, c'est 14 000, donc il va plus vite en ce moment, Denise Van Winberg. Ouais, l'écart se diminue, hein. 200 000 désormais, à peu près. Allez, 230 000, on va dire, d'écart. Le Belge est en train de revenir, hein, je dirais pas du diable Vauvert comme Alan Roy hier, mais il revient, donc va falloir se méfier, il va falloir suivre la situation dans 2-3 jours, parce qu'en ce moment, il arrive à repasser, à aller vite, hein, donc bravo Denise Van Winberg, voilà, dont on parle peut-être pas beaucoup, mais qui fait vraiment sa course, et là en ce moment, pas mal quand même, hein, pour le Belge, dans ce début d'océan Pacifique. On passe aux statistiques sur les 24 dernières heures tout d'abord. Sébastien Simon est donc le skipper qui a été le plus rapide, encore une fois sur les 24 dernières heures, avec 503 000 de parcourus. C'est plus donc que Johan Richomme. Il y a quand même 130 km de plus parcourus par Sébastien Simon par rapport à Johan Richomme. Mais encore une fois, si on regarde la VMC, eh bien là, Johan Richomme a une meilleure VMC que Sébastien Simon. Donc en fait, il a fait beaucoup de kilomètres, mais il s'est aussi énormément écarté de la route idéale. On retrouve en 3 Charlie Dalin. Donc Charlie Dalin, il a fait 100 km de moins, 110 même de moins que Johan Richomme. Malgré tout, il garde quand même une grande marge par rapport aux concurrents de Paprec Arkea. Quatrième, Oliver Air, le Suisse, avec toute goutte, il faut le signaler, qui a récupéré du vent. Devant Conrad Coleman, Antoine Cornic, Louis Duc, Jing Kunshu, Guirec Soudé et Clarisse Kremer qui complète ce top 10 et qui est donc la plus rapide, Clarisse Kremer, du groupe de poursuivants, hein, du groupe Thomas Ruyant, si on le surnomme comme ça. Et puis derrière, eh bien, quel est l'écart entre le leader et le dernier concurrent de la course? Ça s'est encore un petit peu agrandi. Charlie Dalin a remis 200 km à Denise Van Winberg. Et désormais, il y a 15 219 km d'écart. Et l'écart entre Armel Lecléache et Charlie Dalin s'est stabilisé aux alentours de 1795 000, c'est-à-dire 3325 km. Et surtout, Charlie Dalin est désormais à moins de 2000 milles de l'arrivée. On se rapproche de plus en plus des Sables d'Olonne. Et comme on se rapproche de plus en plus des Sables d'Olonne, les ETA, c'est-à-dire les estimations de temps d'arrivée, hein, donc ETA Estimated Time of Arrival, avec mon magnifique accent anglais, eh bien, Charlie Dalin, Johan Richomme, ça sera le 14 janvier, hein, donc là maintenant on est sûr, c'est le 14 janvier, à part problème de dernière minute. Pour Sébastien Simon, donc il y aura 2 à 4 jours de retard, donc entre le 16 et le 18 janvier. Thomas Ruyant, enfin le groupe Thomas Ruyant, on est entre le 22 et le 24 janvier, en sachant que Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis, on les place entre le 24 et le 26. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut quand même pas trop se rater devant, parce que Clarisse Kremer ou Samantha Davis peuvent revenir dans le top 10. Jean Le Cam, Damien Seguin, là on est entre le 27 et le 30 janvier, mais ça va peut-être encore se rapprocher de fin janvier pour eux. Et pour l'instant, on n'a pas les informations pour les autres concurrents sur les estimations de temps d'arrivée. Donc voilà, 14 janvier. Le village d'arrivée du Vendée Globe est en train de se préparer. Il y aura un village qui sera gratuit si vous êtes du côté des Sables d'Olonne et que vous voulez voir les arrivées des concurrents. Donc voilà, il y aura notamment des animations qui sont prévues et tout cela gratuitement. Voilà, contrairement au village d'entrée. Non, le village d'entrée, je ne sais plus si c'était gratuit ou payant. Ben voilà, du côté des Sables d'Olonne. Donc si vous êtes dans ce coin-là et que vous voulez voir l'arrivée, vous pouvez suivre tout ça. Donc le 14 janvier, je pense qu'on peut déjà prévoir 14 janvier arrivée des concurrents de ce Vendée Globe.
Donc à peu près 5 heures d'écart entre Charlie Dalin et Johan Richomme selon les estimations de Yann Eliès. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Ce soir, le Dakar, le biathlon également, avec le débrief du sprint du côté de Oberhof pour le redémarrage de la saison. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.